Merci pour l'accueil, merci pour la transition. Je vais essayer de garder l'élan optimiste qui a caractérisé la clôture de la table ronde précédente. Ouais. Et comme c'est un sujet qui me passionne, je vais aussi vous emmener visiter des exemples en Europe qui sont très inspirants. Parce que là, on a été quand même très franco-franchouillard, mais il y a aussi la possibilité de s'inspirer de ce que font nos voisins, et nos voisins pas lointains du tout. On peut aller les voir en train, voilà. Alors, pour commencer, première chose, ça a été dit et redit, la question d'habiter, de construire, de se loger, de rénover, c'est un sujet, c'est une évidence, et c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde, le logement, c'est un commun. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un toit sur la tête, d'un abri sur la tête. Donc, on va dire, depuis les cavernes et pierre à feu jusqu'au gratte-ciel, ça a toujours été un enjeu. Donc, nous sommes un homme, nous sommes une espèce, un homme avec un grand H qui construit. Alors, la question aujourd'hui, c'est de se dire pourquoi ça a autant d'importance. Pourquoi ça revêt quelque chose d'urgent? Parce que c'est très banal de rénover sa maison. Et en fait, la réponse, elle est très, très simple. Vous la connaissez. C'est parce qu'on vit un changement climatique qui est complètement inédit. On vit un changement climatique qui ne s'est jamais produit depuis que le bipède que nous sommes a commencé à s'organiser en communauté. C'est-à-dire depuis, on va dire, 9000 ans, depuis qu'on est sorti de la dernière ère glaciaire. Donc notre bâti est tout simplement plus adapté. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez à l'échelle de nos vies terrestres, on a toujours habité dans le bâti de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. D'ailleurs, Paris est beaucoup plus une ville du 19e, du début, du milieu du 20e siècle qu'une ville du 21e siècle. Donc on vit dans un héritage. Donc on vit dans un bâti qui est complètement obsolète. Et tout ce patrimoine est devenu obsolète parce que c'est fini. C'est fini les étés à 25 degrés. C'est fini les hivers prévisibles. Et surtout, ce qui est fini, c'est une énergie abondante, accessible. Donc ce monde-là, il est derrière nous. Et derrière nous, il ne reviendra plus. Donc, au-delà de la question de la performance énergétique, se pose une question beaucoup plus intéressante au sens philosophique, et politique du terme, c'est la question de l'héritage. Et la question de l'héritage, nous héritons de constructions qui sont obsolètes, et ce qui nous incombe, c'est, nous sommes devenus des héritiers, c'est de savoir ce que nous allons décider de continuer, mais c'est surtout nos renoncements. C'est extrêmement important. Vous savez, quand vous héritez, il y a 4 dimensions. Il y a une dimension qui est il y a une continuité, donc vous héritez de quelque chose, donc il y a un continuum, mais il y a aussi un travail de deuil. Un travail de deuil, c'est-à-dire, finalement, ce que j'ai toujours connu n'existe plus, n'existera plus. Et c'est un travail de deuil par rapport à nos bâtiments, à nos paysages, à nos villes, à nos quartiers, qui vont devoir changer. Et donc, c'est la question aussi de la charge dont nous héritons, et bien sûr de la responsabilité qui y est associée. Donc, vous voyez que la question de la rénovation, elle est bien au-delà d'un aspect qui est strictement technique. Donc, c'est des perspectives qui sont d'ailleurs assez stimulantes quand on regarde par cette focale. Donc, il faut changer de lunettes. Et au fond, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre que de la cascade des bonnes nouvelles sur ce sujet. La première, c'est que la rénovation du bâti, elle est à notre portée. C'est absolument pas de la science-fiction, c'est pas science rocket. Ça existe, ça a été très bien dit. Vous allez vous promener dans les stands où ça va être mis en valeur. On sait faire. Les solutions techniques, elles existent depuis longtemps et elles s'est prouvées depuis longtemps. Donc pour bien isoler son logement, on sait faire. L'isolation thermique par l'extérieur, l'intérieur, la capacité d'avoir des matériaux biosourcés avec des performances, d'ailleurs qui ne sont pas assez connues, comme tout ce qui est la laine de bois, le chanvre, la ouate de cellulose, etc., la ventilation contrôlée, le chauffage performant, les pompes à chaleur, les chaudières à condensation, les poêles, la biomasse, etc., le chauffage solaire, tout ça, on connaît. Donc les freins, on sait où ils sont dans le financement. Alors le financement, c'est le reste à charge pour les ménages les plus modestes, et ça, on n'arrive pas à le craquer.
et on n'arrive pas à le craquer, j'y reviendrai. La complexité administrative, je n'en remets pas une couche parce que je pense que là, vous avez entendu le nombre de réglementations, de lois, de réformes qui se sont succédées. Mais il y a aussi une question sur le Made in France en matière de construction. Ça n'a pas été cité, mais je suis aussi l'ancienne directrice du développement durable du groupe Eiffage, que vous devez connaître. C'est aussi la question de l'organisation de la filière et de sa fragmentation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'acteurs, on ne se parle pas assez, et il y a effectivement peu d'entreprises qui sont en capacité de coordonner des rénovations globales. Et d'ailleurs, cette idée d'une formation à la maîtrise d'être maître d'ouvrage à des échelles plus basses, elle est extrêmement intéressante. Enfin, la copropriété, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une réunion de copropriétaires, donc vous voyez à quel point c'est compliqué de parler d'une seule voix, et c'est parfois un parcours du combattant. Et puis, il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué, c'est que la France est un pays patrimonial. D'abord, c'est un pays de propriétaires, mais on a aussi beaucoup de patrimoine historique. Et donc, ce rapport à notre patrimoine, il nous interpelle. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on préserve, pour quel type de performance? Et ça demande une expertise particulière. Mais tous ces freins ne sont absolument pas insurmontables, loin de là. Alors, ce que je voudrais maintenant aborder avec vous, c'est que ce sujet qui n'est absolument pas, donc on va dire, qui est en attente d'une solution technologique comme la fusion nucléaire, ce sujet-là, il faut le prendre à bras-le-corps. La question la plus cruciale, et ça va peut-être faire plaisir en ce temps de déshérence politique, c'est de se dire, mais finalement, est-ce qu'il y a un consensus? En fait, la question de la rénovation du bâti, il n'y a que des avantages. Et c'est probablement un des rares sujets que je connaisse où tout le monde est d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement personne qui considère qu'il n'y a pas de bénéfices associés. Alors, les bénéfices, ils sont de quel ordre? Bénéfices environnementaux. Déjà, le logement, la construction, c'est plus de 40% de la consommation énergétique de la France. C'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, rénover, ça nous permet de réduire notre empreinte carbone. Et donc, peut-être, c'est un poste important qui nous permettra peut-être d'arriver à la neutralité carbone en 2050, enfin je ne sais pas trop si ça sera en 2050 ou plutôt en 2060. Un autre sujet très intéressant, c'est que économiquement, c'est gagnant aussi. C'est gagnant aussi parce que la rénovation, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Bien évidemment, ça permet de valoriser son patrimoine, ça crée des filières, ça crée de l'emploi. Et donc, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc, c'est aussi une façon de recréer de la valeur ajoutée dans notre pays. Donc, il ne faut pas non plus bouder ce sujet. On estime d'ailleurs que, je ne sais plus si ce nombre est, mais pour 100 000 rénovations, il y avait un nombre estimé de 75 000 emplois créés à la clé. Alors, les bénéfices sociaux, je pense notamment à tout ce qui relève du confort. Évidemment, ça a été évoqué, le confort thermique, le confort été, le confort hiver. Mais c'est tout aussi la santé des habitants, les problèmes respiratoires, les moisissures, etc. Je pense aussi aux nuisances sonores. On n'en parle pas assez des nuisances sonores, mais il y a aussi cet aspect-là qui est extrêmement bénéfique quand on pense à rénovation au sens large. Alors évidemment, à l'échelle d'un territoire, c'est une équation qui englobe des programmes qui passent par la végétalisation, la débétonisation, les îlots de fraîcheur et la question de la place de l'eau, de la gestion de l'eau. Donc ce sont des programmes qui sont gagnants pour redynamiser l'attractivité d'un territoire aussi et la valorisation d'un territoire. Donc c'est assez rare et ça mérite d'être souligné. La question de la rénovation du bâti, elle fait absolument l'unanimité. C'est-à-dire que s'il y avait un candidat qui se présentait au nom de la rénovation du bâti, je pense qu'il aurait probablement un très large consensus. Alors, il y a un autre point que je souhaiterais évoquer, c'est que dans notre rénovation du bâti qui est largement accessible, il y a des exemples largement inspirants. Hop, voilà. Pour commencer, ce que vous voyez là,
Vous voyez, ça, c'est une vieille tour, années 60, au moment où il fallait construire massivement en France pour loger. Ce que vous voyez là à côté, c'est un bâtiment qui a été éco-conçu en 2012, en 2010. C'est le siège d'un fabricant de surf au Pays Basque. Donc, je ne fais pas de placement de produit. Et ce bâtiment, il a été construit en s'adossant au bâtiment ancien. Vous voyez? Donc, ça a été une intégration paysagère très bien réussie à partir de l'ancien. Donc, matériaux biosourcés, intégration qui a permis la valorisation aussi des flux de lumière dans un pays où il pleut pas mal, etc., etc. Donc, on voit que ça emprunte les codes de l'architecture bioclimatique. J'y reviendrai. Donc, on sait faire, c'est possible. Et parfois, ça donne aussi la capacité d'un vrai bien-être au-delà même de l'équation économique en termes de paysage et de confort quand on travaille dans ces endroits où qu'on y vit. Je voulais aussi vous montrer, vous parler d'exemples inspirants à l'étranger. Alors moi, j'ai deux chouchous quand je parle d'exemples inspirants à l'étranger. Je vais vous parler du programme. Est-ce que vous connaissez Energiesprong? Donc Energiesprong, je vous le fais je sais pas parler le néerlandais, le flamand, mais ça veut dire saut énergétique. Et c'est un programme qui a été lancé en 2010, pardon. Et ce programme, il est très intéressant parce qu'en fait, il est venu de façon très volontariste s'attaquer au problème de la rénovation des bâtiments d'après-guerre. Et ce qui était en jeu, c'était de se dire, en quelques jours, donc il y avait un petit côté hackathon, en quelques jours, on va rénover massivement en laissant les habitants sur site. Donc il n'y a pas de déshumanisation, il n'y a pas de déplacement. Donc la méthode, c'est simple, c'est facile à dire, mais ils ont mis quand même des années à pouvoir la planifier et la mettre en œuvre. On crée hors site des façades isolantes préfabriquées. Alors fenêtres, équipements, même balcons on est capable aussi de greffer. Et ces façades préfabriquées hors site sont agrafées au bâtiment. Les toitures sont posées et elles sont équipées de panneaux solaires en même temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les habitants continuent d'habiter et les résultats sont spectaculaires. C'est-à-dire qu'on a vu que la consommation énergétique pouvait atteindre une réduction de 90%, avec bien sûr des montages financiers à la clé, parce qu'il y a une garantie de performance sur 30 ans grâce à ces coûts qui sont maîtrisés à travers la standardisation. Alors en termes de chiffres, j'ai voulu regarder ce matin en arrivant les derniers chiffres. Il y a plus de 10 000 logements qui ont bénéficié du programme Energiesprong aux Pays-Bas. Ce programme a fait des petits. Il a fait des petits au Royaume-Uni, en Italie et également en France et en Allemagne. Et en fait, ce qu'il propose, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est pas science rocket, c'est de l'ingéniosité avec de la massification et une approche industrielle. Et cette approche industrielle, il faut reconnaître que nos grands acteurs du bâtiment ne la maîtrisent pas totalement. Alors, il y a des villes qui se sont inspirées de ce programme, et vous allez bien sûr entendre dans les conférences qui vont être données d'autres exemples. Mais donc, ce programme-là, il s'adapte très bien aussi à la copropriété, à de la maison individuelle. Je pense à des villes comme Grenoble avec le programme Murmure, à Rennes ou les bailleurs sociaux, Paris Habitat ou à Lille. Donc, on voit que la massification est possible. D'autres l'ont fait. Mais mon petit chouchou, c'est le Vorarlberg. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Vorarlberg. D'abord, il faut déjà apprendre à le prononcer, Vorarlberg. Alors, le Vorarlberg, c'est en Autriche. C'est en Autriche, c'est la région qui est la plus à l'ouest. C'est près du lac de Constance. Alors, en plus, c'est un endroit absolument magnifique. Vous pouvez y aller en train. Vous prenez le TGV Lirage qu'à Zurich. À Zurich, vous changez de train, vous allez à Bregenz. Et ça y est, vous êtes dans le Vorarlberg. Vous avez longé le lac de Constance. Et vous rentrez dans un territoire extrêmement atypique, un territoire alpin, à peu près 40 000 habitants. Et ce territoire du Vorarlberg, 400 000 habitants, il a décidé vraiment d'épouser ce que j'appelle
c'est quasiment un pilote en matière d'écologie industrielle et d'écologie urbaine territoriale. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années 60 ? Eh bien, dans les années 60, ils se sont posé une question assez simple. Ils se sont dit, qu'est-ce qui fait ressource dans mon territoire ? Parce que le Vorarlberg était une des régions les plus pauvres d'Europe à ce moment-là. Et qu'est-ce qui faisait ressource dans leur territoire ? C'était le bois, c'était la ressource bois. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce que l'on peut créer à partir de cette ressource extrêmement abondante sur notre territoire ? Alors, ils n'ont pas refait du tout, ils ne sont pas allés vers le passé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été dans... On va refaire le chalet de Heidi. Ils n'ont pas refait le chalet de Heidi, même s'ils savent très très bien faire aussi ce genre de choses. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont sortis par le haut. Ils se sont dit, on peut valoriser le bois de deux façons, bois construction, bois énergie. Donc, ils ont misé sur la formation. Ils ont créé des écoles dédiées à l'éco-construction avec la formation continue des artisans. Ils ont investi dans l'innovation des matériaux en développant une filière bois très performante, à la fois dans le bois construction et dans le bois énergie. Surtout, ils ont coopéré. Les entreprises ont systématiquement travaillé ensemble, mais pas que les entreprises. Il y a eu aussi les donneurs d'ordre, les architectes, les bailleurs. Par exemple, quand il y avait un projet architectural qui devait se faire, comme reconstruire un logement social, une caserne de pompiers ou une crèche, il y a toujours eu cette volonté d'introduire les éléments qui permettaient de valoriser les filières et les artisans. Donc une coopération assez exemplaire et surtout de l'exigence, parce qu'ils ont promu des normes de construction parmi les plus strictes d'Europe, mais elles ont été acceptées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été co-construites. Donc, quand vous allez dans le Vorarlberg, vous voyez des bâtiments exemplaires, un cadre de vie préservé, une maîtrise de la performance énergétique quasiment, on va dire, indépassable. Et le Vorarlberg est un territoire maintenant qui exporte son savoir-faire. Et d'ailleurs, moi, je vous invite, si vous avez envie d'y aller, à programmer une visite là-bas, si ce sujet vous intéresse. Alors, à titre personnel, j'ai organisé trois voyages d'études dans le Vorarlberg avec des élus de la filière bois dans le Massif central notamment. Donc c'est formidable d'amener des élus, des artisans de la CAPEB en voyage. Vous les amenez, ils sont très bien accueillis, donc ils peuvent voir, ils peuvent poser des questions, ils ont des conférences inspirantes, ils se promènent, ils vivent, ils dorment, ils séjournent dans des endroits qui sont emblématiques de cette rénovation et de cette performance. Et puis, ils reviennent avec beaucoup d'idées. Et puis, dès qu'on passe la frontière et qu'on arrive en France, eh bien, ils vous disent « Ah oui, mais chez nous, ça ne marchera jamais. » Donc, vous avez énormément d'optimisme, vous y croyez. Et puis, le coup de mou, non, mais chez nous, ça ne marchera jamais à cause du millefeuille administratif, à cause de tous les sujets que vous connaissez bien, c'est-à-dire le sujet de gouvernance, de subvention, de volonté politique. Mais aussi, il faut bien le reconnaître, peut-être de la coopération entre les acteurs du bâtiment. Alors, je vais aussi vous parler d'un dernier sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur. C'est que je vous disais tout à l'heure que la rénovation énergétique est bien au-delà, ça n'était pas de la science-fiction, qu'on n'attendait pas une solution miracle ou une subvention miracle. C'est le sujet de l'architecture bioclimatique. L'architecture bioclimatique, elle est très intéressante quand on pense à un territoire durable. Parce qu'au fond, avant la révolution industrielle, avant que finalement, à la veille de l'unique changement climatique civilisationnel qui va nous impacter, notre architecture se standardise et s'uniformise selon quasiment les codes de la ville américaine, parce que les codes de la ville américaine, avec l'étalement urbain, avec ses gratte-ciel, avec cette énergie abondante, avec la place qui est prise pour la voiture, c'est quelque chose de très récent dans notre histoire. Et c'est comme ça qu'une grande partie des villes africaines ou même asiatiques et européennes se sont construites. Donc il faut quasiment désapprendre tout ce qui a été pensé depuis les années 50 jusque maintenant pour arriver à peut-être revisiter des codes d'architecture bioclimatique, c'est-à-dire comment nos ancêtres construisaient et comment ils faisaient. Bien, ils construisaient en fonction du climat qu'ils connaissaient, des ressources qui étaient accessibles et bien évidemment, ils prenaient en compte la question de l'orientation, des vents dominants
et les matériaux locaux. Donc c'est ce qui s'appelle l'intelligence vernaculaire, l'architecture bioclimatique. Donc aujourd'hui, on voit que ça participe aussi de l'identité de nos territoires et on peut tout à fait la retrouver, et non pas comme nos amis du Vorarlberg pour refaire des chalets Heidi ou des maisons en toit de chaume, ou quoique ce n'est pas forcément si mal, mais pour essayer de la revisiter et de la dépasser. C'est tout bête, mais savoir penser l'orientation d'un bâtiment, c'est savoir gérer les apports solaires en hiver et en été. Savoir gérer l'inertie thermique, utiliser des bons matériaux. Avoir bien sûr une connaissance très fine de la ventilation naturelle, des bâtiments qui respirent naturellement sans avoir besoin forcément de penser climatisation. Pour ceux et celles qui ont fait des voyages outre-Atlantique, et pas forcément outre-Atlantique d'ailleurs, vous avez parfois cette détestable habitude aller en Arizona, aux États-Unis, il fait une chaleur de bête, 48 degrés dehors. Vous rentrez dans n'importe quel bâtiment, il fait 16 degrés. Donc c'est complètement dément. Donc on peut tout à fait penser la ventilation naturelle avec un confort thermique qui peut tout à fait connaître une amplitude beaucoup moins forte, et c'est meilleur pour la santé. Travailler sur l'ombrage, où il y a des éléments architecturaux qui sont très intéressants dans les villes du Sud. Vous avez des ombrières, des volets, des persiennes. Tout ça, c'est extrêmement intelligent, et puis c'est surtout low-tech. C'est simple et c'est efficace. Je vous parle de ça parce qu'on a parlé beaucoup de coûts, mais c'est aussi cette idée de réutiliser des savoir-faire ancestraux qui peuvent être réactivés. Et bien sûr, les matériaux locaux, la terre, la pierre, le bois, qui sont adaptés au climat local. Donc une ferme dans le Jura, on ne la construit pas de la même façon qu'un patio sévillan. Bon, ça, c'est du bon sens. Sauf qu'on l'a complètement oublié. Donc, l'adaptation au changement climatique, au-delà de repenser technologie de pointe, c'est peut-être aussi de regarder comment on avait construit il y a 200 ans, 300 ans, et de faire un bond en avant dans cet esprit de frugalité, d'ingéniosité. Parce que même il y a 200 ou 300 ans, nos ancêtres ne vont pas connaître un climat qui va chauffer, qui va changer aussi radicalement. Ils ne vont pas connaître un régime de pluie, d'inondation aussi extrême. Donc il va falloir aussi que l'on puisse répondre à des phénomènes extrêmes de grêle, de pluie, d'inondation, d'érosion, de rétrécissement d'argile, etc. Donc tout ce qui va permettre de désimperméabiliser, de créer des îlots de fraîcheur, de penser la sobriété, de végétaliser. Alors pas végétaliser avec des essences qui viennent de je ne sais pas où, qui ne sont pas du tout adaptées au climat local. Donc on voit aussi que la végétalisation, ce n'est pas non plus un marqueur d'un bâtiment bioclimatique. Ce n'est pas parce qu'on va végétaliser que ça va forcément, n'importe comment, il faut que ça va forcément produire un confort d'été. Encore faut-il penser aussi l'orientation, etc., etc. Donc, en mot de la fin, des exemples inspirants. On en a des territoires qui se sont mis en marche, on les connaît. J'ai plutôt envie de vous dire et de revenir sur ce que je vous disais en introduction. Nous avons un héritage, nous sommes maintenant engagés dans un changement climatique qui est civilisationnel, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le nouveau point d'équilibre du climat qu'on est en train de fabriquer. Et donc, c'est la question de savoir comment cet héritage du bâti, comment est-ce qu'on peut le gérer, cet héritage, en sortant par le haut. Et sortir par le haut, ça suppose des renoncements. Et là, je me permettrai de dire, peut-être un droit d'inventaire. Qu'est-ce qu'il faut restaurer, mais qu'est-ce qu'il faut aussi dérestaurer? Qu'est-ce qu'il faut aussi démanteler? À quoi devons-nous dire au revoir et adieu, parce que non adapté? Et ce travail-là, je ne parle pas de ceux qui malheureusement ont des passoires thermiques et n'auront pas la capacité de les rénover et ne pourront même pas transmettre et devront trouver peut-être un autre logement parce que là où ils vivent, ça va devenir clairement un enfer. Moi, je parle de tout ce que nous avons comme patrimoine à l'échelle de notre territoire. Donc ça suppose un droit d'inventaire. Ça suppose aussi de renoncer, comme je vous l'ai dit, à l'étalement urbain, à la maison individuelle énergivore, à la climatisation systématique, à l'artificialisation des sols. Ce n'est pas construire pour construire qui est le sujet. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement BIMBY. Vous connaissez NIMBY. NIMBY, c'est Not in my backyard. C'est-à-dire que je suis propriétaire, je plante des arbres, je clôture, et puis c'est chez moi. Et cette idée de la densification avec le mouvement BIMBY, c'est Built in my backyard.
c'est un mouvement très intéressant qui a beaucoup de peine à s'inscrire en France, qui est de dire, mais finalement, dans ces zones pavillonnaires, où il y a parfois du foncier disponible, est-ce qu'il n'est pas envisageable de démembrer, de construire d'autres habitations, de partager, parce que les personnes vieillissantes ont besoin de moins d'espace. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la technologie. Ce sont des changements éminemment culturels et politiques dans notre représentation de la propriété. Donc vous voyez que les défis sont à la fois d'ordre culturel et politique. Il faut revoir nos filières, ça bien sûr, mais ça je fais tout à fait confiance, on saura le faire. Repenser le financement, parce que je me dis aussi que peut-être qu'on peut être innovant, on peut imaginer des financements très différents entre l'accession au foncier et être propriétaire du bâti. On peut être aussi dans des logiques où le prêt sera bonifié si on montre qu'on a des économies d'énergie à la clé substantielle grâce à des labels innovants. Je pense notamment au label suisse Minergie, qui permet de lever de l'argent de façon à des meilleurs taux grâce aux banquiers, certains banquiers qui jouent le jeu, parfois une exonération de taxes foncières aussi. Donc rebâtir durable, ça peut être que gagnant pour les territoires et pour les personnes, et surtout ça remet un principe d'économie circulaire en scène, et ce principe d'économie circulaire, il devrait devenir notre pierre angulaire à un moment où les ressources sont finies et les mines de demain, elles sont devant nous. Je sais que les REP, ces fameuses REP Batimo, Valobat, Ecominero, ont beaucoup de mal à démarrer. Mais au fond, si on changeait nos lunettes et si on considérait que la mine, les carrières de demain sont sous nos yeux, je pense que ça serait un formidable élan pour notre industrie, notre pays et l'attractivité de notre territoire et de nos villes. Donc, de toutes les façons, on n'a plus rien à perdre. Il faut qu'on soit ingénieux, solidaire et résilient. Et je pense que ces freins culturels, politiques, ils peuvent vraiment être relevés. Nécessité fera loi. Nous y viendrons. Donc, autant y aller en se préparant le mieux possible et en renouant avec des principes d'écologie industrielle territoriale qui ne sont que du bon sens, de la mutualisation par voie de substitution, de subsidiarité, et aussi en introduisant quelque chose qui va nous rendre plus responsables et aussi plus coopératifs et peut-être moins individualistes en travaillant par silos et en pensant d'abord tous de façon à défendre nos corporations. Je termine avec cette image parce qu'au fond, ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est ce que nous avons réussi à faire pour le moment et je pense qu'on peut faire mieux. Et là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Intéressons-nous maintenant à un autre type